Heidegger, le principe de raison, le cours, chapitre 11, l'être et la pensée. Nous allons essayer de jeter un regard sur cette époque de l'histoire de l'être qui, dans les contes de l'histoire, a nom les temps modernes. Nous voudrions mettre en lumière que l'être se dérobe au moment même où il se dispense de montrer comment il le fait. Cela veut dire, du point de vue de l'être dure en tant qu'il est à la fois dispensation et retrait, et qu'il dispense l'air du temps pour qu'apparaissent les choses qui, répondant à la dispensation et à son appel, prennent alors le nom des temps. Ce qu'on nomme en grec taonta, en latin ens, en français l'être, en allemand das Seiende, l'étang, a reçu chaque fois sa figure propre, de façon décisive, de l'éclairement qui lui est venu de l'être resté en retrait. Soit dit en passant, c'est la langue grecque, et non certes par hasard, qui parle avec le plus de clarté et de précision lorsqu'elle donne la forme d'un pluriel neutre à ce que nous appelons les temps. Car l'étang est une chose de chaque fois. Il a maintes visages, au contraire de l'être, est unique. Et il est singulier absolu au sens de la singularité inconditionnée. Tâchons d'entrevoir la dispensation de l'être en parcourant diverses époques de l'histoire de la pensée occidentale. Choisir cette méthode, c'est admettre d'avance que l'histoire de cette pensée repose dans la dispensation de l'être. Mais en ce quoi un autre repose doit être lui-même le repos. Nous nous représentons habituellement le repos comme l'absence de mouvement. Pour le mathématicien et le physicien, le repos n'est qu'un cas limite du mouvement, lequel de son côté a été et demeure défini comme changement de lieu, mesurable suivant les coordonnées d'espace et de temps. Que l'on conçoive le repos comme cessation ou comme cas limite de mouvement, son concept est construit sur une négation. À proprement parler, toutefois, le repos n'est pas l'absence, mais bien le rassemblement du mouvement. Ce rassemblement qui est la première source du mouvement. Non pas que simplement il l'émette et l'écarte de lui, mais en le produisant, il le retient en lui. D'où il résulte que le mouvement repose dans le repos. Si donc nous admettons que l'histoire de la pensée occidentale repose dans la dispensation de l'être, alors nous pensons en ceci un repos, un rassemblement, où tout le mouvement de la pensée demeure, lui aussi, rassemblé, que la pensée en ait ou non une connaissance immédiate. Nous acceptons un pareil rapport entre la dispensation de l'être et l'histoire de la pensée. Accepter a ici le sens d'accueillir, en ce qui surprend la pensée. Accepter au sens où l'on dit dans un combat, accepter un adversaire. Sauf qu'ici, l'acceptation n'est pas hostile et le combat est sans haine. Accepter, prendre, veulent dire alors répondre et se conformer à ce qui est vu et entendu. Si nous acceptons que l'histoire de la pensée occidentale repose dans la dissimulation qui est octroyée par l'être retiré en lui-même, il ne s'agit pas là d'une hypothèse qui nous serait personnelle, d'une opinion abstraite faisant violence à la chose et l'emprisonnant dans une idée préconçue. Que le rapport ainsi accepté entre l'histoire de la pensée et la dispensation de l'être ne représente pas une opinion venant de nous, mais quelque chose venant de l'être. C'est là ce qui s'éclaire dans une certaine mesure, si nous considérons rapidement un point que nous n'avons sans doute pas négligé et dont nous avons même fait mention, mais que jusqu'ici nous n'avons pas examiné spécialement. De toutes les choses difficiles à saisir, il est bien la plus difficile, parce qu'il est celle qui nous est le plus proche, pour autant que nous la sommes nous-mêmes. Dès le début de ces conférences,
Et souvent, par la suite, nous avons mentionné l'appel du principe de raison et notre docilité à le suivre, car nous sommes ceux que cet appel réclame et saisit. C'est en cette qualité seulement que nous pouvons accepter, c'est-à-dire accueillir, ce qui se dispense à nous. Dans la dispensation de l'être, nous sommes ceux à qui la lumière de l'être envoie ses dons et à qui elle se donne elle-même. Mais de la sorte, nous nous trouvons être aussi ceux-là que l'être concerne dans et par son retrait, ceux-là même auxquels l'être, se dispensant, refuse la lumière de son origine essentielle. Hegel paraît ici nous contredire. Hegel, qui le 22 octobre 1818, ouvrant la série de ses cours à l'université de Berlin, disait: le courage au service de la vérité, la foi dans la puissance de l'esprit, forment la première condition des études philosophiques. Il faut que l'homme reconnaisse sa propre noblesse et s'estime digne des choses les plus élevées. Il ne saurait avoir une trop haute idée de la grandeur et de la puissance de l'esprit. L'essence invisible de l'univers ne possède en elle aucune force pouvant s'opposer au courage qui veut la connaître. Il faudra qu'elle s'ouvre à lui, qu'elle lui dévoile sa richesse et ses profondeurs, et qu'elle lui en accorde la jouissance. Seul un petit esprit jugeant hâtivement pourrait lire dans ce passage une prétention arrogante et élevée par le penseur en face de l'absolu. C'est justement le contraire. Il nous montre qu'Hegel, prêt à répondre à cet appel, sous la forme duquel l'être, au sens du concept absolu, se délègue et dispense à la pensée et marque à l'avance d'une empreinte décisive l'époque où se parachève la métaphysique occidentale, en même temps que l'être de l'étang, sous la figure du concept absolu, s'ouvre à une connaissance absolue et se laisse entrevoir à la pensée métaphysico-ontologique, l'extrême retrait se dissimule sous cette dispensation de l'être. Comment est-ce possible? C'est ce qui va devenir plus clair lorsque nous finirons de caractériser cette époque de l'histoire de l'être qui est, celle de la philosophie kantienne. Revenons à la phrase qui précédait ces remarques incidentes sur Hegel. Dans la dispensation de l'être, disions-nous, nous sommes ceux à qui la lumière de l'être fait parvenir ses dons et à qui elle se donne elle-même, et, de la sorte, nous sommes ceux-là que l'être concerne dans et par son retrait, ceux-là même auxquels l'être, en se dispensant, refuse la lumière de son origine essentielle. Revenant dans la dispensation de l'être, les dons de l'être, nous nous trouvons par notre essence même dans une éclaircie de l'être. Mais nous y sommes nullement perdus, et sans doute une parole qui nous guide. Au contraire, nous y sommes ceux que l'être de l'étang appelle et réclame. Dans l'éclaircie de l'être, nous sommes les gratifiés, les installés dans l'ère du temps. Ce qui veut dire, nous sommes ceux que l'être a engagés dans et pour l'ère du temps. Ceux qui l'engagent pour l'œuvre à l'éclaircie de l'être, pour la construire et lui donner une forme ou, dans un sens large et multiple, pour la préserver. Dans la langue encore hésitante et provisoire de l'être et le temps, 1927, ce que nous venons de dire prenait la forme suivante. Le trait fondamental de l'être, Dasein, qui est l'homme même, se définit par le sens de l'être, Seinverständnis. Que l'homme ait le sens de l'être ne veut en aucun cas dire qu'il possède en tant que sujet une représentation objective de l'être, et que ce dernier, l'être, ne soit qu'une représentation. C'est en ce sens que Nikolai Hartmann et beaucoup de contemporains ont, à leur manière, interprété la position de départ, l'être et le temps. Sens de l'être,
veut dire que l'homme, en vertu de son essence, se tient dans l'ouverture créée par le projet de l'être et qu'il tient bon dans la compréhension ainsi entendue. Le sens de l'être, perçu et pensé de cette manière, rend caduque la représentation de l'homme comme sujet, pour parler le langage d'Hegel. C'est seulement pour autant que l'homme se tient essentiellement dans une éclaircie de l'être qu'il est un être pensant. Car depuis toujours dans notre histoire, penser a voulu dire se conformer à l'injonction de l'être et partant de cette conformité, parcourir, discuter et décrire l'étant dans son être, discourir sur lui. Ce discours, dialegeste en grec dans le texte, se développe dans l'histoire de la pensée occidentale et devient la dialectique. À quoi riment de pareilles remarques, à première vue, tout à fait hors de propos. Elles nous rendent ce service de nous dessiller les yeux, de nous rendre capables de voir que et comment l'histoire de la pensée demeure liée à la dispensation de l'être. L'histoire de la pensée est encore autre chose que la simple histoire des opinions et des doctrines changeantes des philosophies. Elle est le don que l'essence de l'homme reçoit de la dispensation de l'être. Essence de l'homme reçoit sa destinée, qui est d'amener à la parole l'être de l'étang. Au fond, ceci n'est pas autre chose que l'interprétation qu'une pensée attachée à la question de l'être donne de l'ancienne définition de l'essence de l'homme, homo es animal rationale. L'homme est l'être vivant doué de raison. Ainsi l'homme reçoit-il de la dispensation le don de ce qui lui convient et qui est de penser l'étant comme tel. Et c'est seulement dans la mesure de ce don que la destinée, das Geschickliche, est en tant qu'histoire de la pensée. Au cours de cette histoire, l'être s'est offert à la pensée de Kant comme objectivité de l'objet d'expérience. C'était un trait essentiel de cette objectivité qu'un mode particulier de représentation lui donne la réplique, et que ce soit seulement dans et par cette réplique que l'objectivité parvient à sa complète détermination. Cette réplique est un mode de pensée, celui que Kant appelle méthode transcendantale. Dans son introduction à la deuxième édition de la Critique de la raison pure, Kant écrit cette phrase B25 qui, sous une forme plus claire, reproduit une phrase de la première édition. J'appelle transcendantale toute connaissance qui, d'une façon générale, ne traite pas des objets, mais bien de la manière dont nous connaissons les objets, pour autant que cette connaissance doit être possible a priori. La méthode transcendantale est inséparable de la question comment les objets peuvent-ils être pour nous des objets. Déterminé comme objectier, l'être s'éclaire d'une manière nouvelle. Pour les penseurs grecs, l'étang n'était jamais objet, mais bien ce qui, d'en face, nous est présent et dur. L'être était plus étang que nos objets. Nous croyons sans doute que, lorsque l'étang se présente à nous comme objet, donc objectivement, c'est alors qu'il nous apparaît dans la plus grande pureté, comme ce qui nous est de soi présent. Cette opinion est une erreur, à supposer que nous pensions comme il le faut le concept d'objet. La présence dans l'objectivité doit être distinguée rigoureusement de la pensée d'en face, et cela du point de vue de l'histoire de l'être. La consistance de l'objet se définit par les conditions a priori de possibilités valables pour et par l'activité représentative. L'activité ainsi définie fournit la raison suffisante de la présence de la chose présente perçue comme objet. Elle fournit cette raison en ramenant à un sujet
la présence de l'objet. Indication de la raison suffisante confère à cette activité représentative le cachet d'une chose unique en son genre. Cette nouveauté qui marque le rapport de l'homme moderne au monde, par quoi notamment la technique contemporaine est rendue possible. Dans la traduction d'Objectum par Gegenwurf contre J, qui a été proposée par Lessing, l'indication de la raison suffisante apparaît plus clairement comme objection, comme cet objet, zur Würth, que le sujet se jette à lui-même. Dans la langue de l'art et des artistes, un autre mot de Lessing, Vorwürth, projet, est encore usuel et signifie le thème d'une œuvre. Vorwürth est probablement la traduction littérale du mot grec probima en grec dans le texte. Nous passons à un détail qui mérite réflexion. Dans notre langue devenue sans relief, un chacun se sert aujourd'hui du mot problème. Le garagiste, par exemple, quand cet honorable technicien nettoie la bougie encrassée et observe, pas de problème. En quoi il a certes raison. Du fait que l'être de l'étang se dispense à nous comme objectivité des objets, la dispensation prend un aspect tranché et exclusif, inconnu jusqu'alors. Mais à pareille dispensation répond aussi la résolution avec laquelle l'être nous dérobe son origine essentielle. En effet, si la ratio, entendue comme raison, Vernunft, c'est-à-dire comme subjectivité, est le terrain d'où jaillit la ratio au sens de raison, Grund, et de la prétention qu'elle élève à fournir, la question de l'origine essentielle de l'être comme objectivité ne trouve plus sa place à l'intérieur du domaine de la ratio. Pourquoi? Parce que la ratio comme subjectivité met en lumière que, et comment, la raison inclut en elle la plénitude des raisons possibles, des Gründe, et qu'ainsi elle est le fond de toute fondation. L'élément transcendantal de la méthode kantienne est un acte représentatif qui se conforme à l'indication de la raison suffisante, c'est-à-dire qui se trouve fondé dans l'exigence de cette indication. Ce n'est aucunement là un procédé que la pensée humaine aurait inventé. De même que l'élément transcendantal nous suggère un retour à la fils des Grecs, de même il nous fait anticiper l'époque la plus récente de la dispensation de l'être. Car ce qui, dans la métaphysique de l'idéalisme allemand, constitue la dialectique, est fondé dans la méthode transcendantale, laquelle est liée à l'objectivité des objets, c'est-à-dire à l'être de l'étang, de cet étang que nous connaissons par expérience. Or, cette dialectique, qu'il faut penser en rapport avec l'histoire de l'être, est à bien des égards déterminante, une fois transformée en dialectique matérialiste de l'histoire, pour les destinées présentes de l'humanité. Le conflit qui de nos jours déchire le monde vient de plus loin que ne le feraient supposer les luttes de premier plan visant la puissance politique et économique. Avec la dispensation de l'être comme objectivité, commence l'extrême retrait de l'être, pour autant que l'origine essentielle de l'être ne peut même plus être aperçue comme question, comme point digne d'enquête. Et pourquoi ne le peut-elle pas? Parce que la fondation complète de l'étang, comme telle, se trouve à la fois décidée et incluse dans le domaine entièrement parcouru et mesuré de la ratio comme raison et subjectivité. Dans l'expression dispensation de l'être, Seingeschick, l'être ne veut rien dire d'autre que la dispensation d'une mise en place éclairante et émergente qui est la mise en place du domaine souverain à une apparition de l'étang, celle-ci marquée chaque fois d'une empreinte particulière, en même temps que se dérobe l'origine essentielle de l'être comme tel. Au moment où le principe de raison est posé comme principe suprême, la pensée occidentale se trouve appartenir à une époque de la dispensation de l'être qui régit aussi notre existence historique présente
et qui la régit encore, alors même que les noms des penseurs de cette époque, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, nous seraient seuls conservés et que nous ne saurions plus rien de leurs affinités profondes ni de la parenté de leur inspiration. L'histoire de la pensée occidentale, toutefois, ne se relève comme dispensation de l'être qu'au moment où, à partir du sceau, nous revoyons tout l'ensemble de la pensée occidentale et où, la commémorant, nous la préservons comme ce qui a toujours été dispensation de l'être. En même temps, nous ne pouvons nous préparer au sceau qu'en parlant le langage même que nous fournit l'histoire de l'être déjà appréhendé comme dispensation. Le sceau quitte le domaine de départ et, l'ayant quitté, le regagne à nouveau par la pensée commémorante, de sorte que ce qui n'a pas cessé d'être ne puisse plus désormais être perdu. Quant au lieu où aboutit le sceau anticipateur de la pensée, ce lieu n'est pas un district de choses existantes, où nous puissions d'emblée mettre le pied, il est le domaine de ce qui ne vient d'abord à nous que comme question valant d'être pensée. Or cette venue est en partie marquée des traits de ce qui a été, et elle n'est connaissable que par eux. Des 5 points d'importance que nous avons énumérés, les 4 premiers doivent être réintégrés dans l'histoire de l'être et pensés dans son contexte. Le 5e concerne le changement d'accentuation qui est possible dans le principe de raison. Derrière ce changement d'accentuation se dissimule le sceau qui fait passer du principe de raison, entendu comme principe touchant les temps, au même principe entendu comme dire concernant l'être. Le principe der Schaltz, en tant qu'il se souvient et anticipe, est ainsi un Statz, au sens d'un sceau. Le sens du mot Statz sont multiples et, si nous le pensons, non seulement comme énonciation ou comme dire, non seulement comme un sceau, mais aussi comme phrase musicale, c'est alors seulement que nous parvenons à une vue complète du principe de raison. Si nous prenons le mot Statz au sens de phrase musicale, on peut dire alors, du chemin que nous suivons à travers le principe de raison, ce que Bettina von Hartmann écrivait dans sa correspondance de Goethe et d'une enfant. Si on parle d'une phrase musicale et de la façon dont elle est conduite, ou de l'accompagnement de l'instrument et de l'intelligence avec laquelle il a été compris, je pense qu'il faut renverser les expressions et dire que c'est la phrase musicale qui conduit le musicien, qu'elle se présente, revient, se développe et se concentre sans cesse jusqu'à ce que l'esprit s'y soit complètement plié et soumis. Œuvre complète, édition Eucl, tome 3, page 168. Accentué de la deuxième manière, qui est sans doute inhabituelle, le principe de raison s'énonce. Rien n'est sans raison. Les mots qui maintiennent reçoivent l'accent est et raison, laissent percevoir une harmonie entre l'être et la raison. Le principe part désormais de cette harmonie pour dire ce qu'il dit. Que dit le principe? Il dit être et raison se tiennent. En d'autres termes, être et raison sont essentiellement le même. Si nous pensons le même, ou plus précisément l'identité, comme une coappartenance essentielle, nous conservons le souvenir d'une des pensées les plus anciennes de l'Occident. Dès lors, le mot même ne désigne pas plus la façade uniforme d'une chose et d'une autre, et pas davantage l'uniformité d'une chose avec elle-même. Pris au sens d'uniformité, le sens indiquerait l'indifférence d'une identité vide et applicable à n'importe quoi. A est A, B est B, etc. Le même, au contraire, au sens d'une coappartenance existentielle, brise l'indifférence des inséparables et les maintiennent écartés dans l'extrême inégalité. Il les maintient, il les empêche justement de se séparer et de se défaire.
Tenir à la fois ensemble et écarté est un trait de ce que nous appelons le même et son identité. Tenir implique ici une retenue qui reste encore à penser, bien qu'elle apparaisse déjà sous une forme particulière dans la pensée métaphysique, sous sa forme la plus pure de la logique de Hegel. Si nous disons être et raison le même, l'être et la raison ne sont plus alors confondus dans la grisaille d'une simple uniformité, de sorte qu'on put à la volonté dire raison au lieu d'être ou être au lieu de raison. Les deux mots nous donnent au contraire à penser des choses différentes et que nous ne pouvons associer du premier coup. Encore que le principe de raison accentué de la seconde manière dise rien n'est sans raison. Ce qui veut dire dans les domine la raison, le fond. Or le fond fonde de telle manière que ce qu'il fonde soit une chose qui soit, c'est-à-dire un étant. Plus rigoureusement nous écartons l'une de l'autre l'être et la raison, et plus nous nous sentons tenus de demander comment l'être et la raison arrivent-ils à se réunir et à faire corps. Comment accentuer de la seconde manière le principe de raison nous dit-il une vérité dont, encore maintenant, nous pouvons à peine mesurer la portée. En entendant, voilà déjà plusieurs semaines que nous discourons sur l'être et la raison, sans avoir satisfait à l'exigence la plus pesante, qui était de définir par des concepts rigoureux ce dont il est sans cesse question, aussi bien l'être que la raison, et d'assurer à la marche de notre enquête le terrain solide qui lui est indispensable. D'où vient cette omission? Elle a son origine dans ce qui était jusqu'ici notre propos quand nous rappelions l'histoire de l'être et le principe de raison considéré comme principe suprême. Nous avons parlé de l'être au sens de théis, en grec dans le texte, d'éclosion spontanée. Nous avons parlé au sens d'objectivité de l'objet d'expérience. Il a été question de la raison comme ratio et comme causa, comme condition de possibilité. Mais le point dont, à vrai dire, il n'a jamais été expressément question, et qui pourtant, de notre chemin, a pu et dû être entrevu indirectement sous certains aspects, ce point est le suivant. Ce qui, de manière différente, a été appelé être et raison, et qui, de ce fait, a reçu une certaine lumière, est d'une nature qui n'admet pas de définition au sens traditionnel dans les écoles de la constitution d'un concept. Si donc nous omettons ce que la chose elle-même rejette, cette omission à parler rigoureusement n'en est pas une. Les termes qui diversement amènent au langage l'être et la raison, le contenu de la pensée que nous trouvons dans les termes variés qui, au cours de l'histoire, ont servi à expliquer ces deux mots, tout cela doit-il donc se dissocier et se dispenser dans la confusion? Nullement. Car dans ce qui, récolté et amassé par l'histoire, sans être une multiplicité confuse de représentations, apparaît une identité et une simplicité qui sont celles de la dispensation de l'être et qui forment ainsi une constante authentique de l'histoire de la pensée et de ses contenus. Seulement, ce même considéré dans son trait le plus propre, nous le percevons rarement et difficilement dans sa plénitude. À la plus ancienne pensée grecque, l'être se dispense, entre autres aspects, comme fils. Pour Kant, l'être est l'objectivité de l'objet. Maintenant, bien que pour Kant cet objet soit précisément la nature, et ce que le mot grec pour être, fils, soit traduit par natura, bien qu'ainsi, à suivre l'appartenance ici fils, et là l'objectivité représentant l'être de la nature, nous ne découvrons pas tout de suite ce qui s'offre, le même, dans les dispensations anciennes et modernes de l'être, dans la physis et dans l'objectivité. Ce n'est aucunement ce que l'on appelle la nature.
On peut toutefois citer des traits de l'histoire de l'être qui laissent voir en quel sens des termes fondamentaux ainsi éloignés l'un de l'autre que fils et objectivité nous parlent malgré tout du même. Dans l'Antiquité comme aux époques plus récentes, l'être en effet s'éclaire, bien que de façon diverse, comme paraître, briller et demeurer, être présent, être en face, aller au-devant d'eux. Nommer ces aspects, c'est seulement les indiquer et les énumérer. Ce n'est pas, s'il s'en faut, mettre sous nos yeux les différentes époques de la pleine dispensation de l'être et la manière dont ces époques éclatent brusquement comme s'ouvrent des bourgeons. On ne peut jamais faire dériver les époques les unes des autres, encore moins les disposer comme les étapes d'un processus d'ensemble. Il y a pourtant une tradition qui passe d'une époque à une autre. Mais elle n'est pas un fil qui, traversant les époques, les réunirait. Au contraire, la tradition procède chaque fois du secret de la dispensation, de même que d'une source unique proviennent divers ruisseaux, qui vont grossir un fleuve, lequel est partout et nulle part. Cette remarque est de première importance pour la bonne intellection de tout propos concernant l'être qu'il ait été tenu au cours de cette conférence ou lors d'une autre tentative pour repenser et méditer ce que d'autres avaient déjà pensé. Quand nous lions être ou est, nous faisons plus qu'émettre une parole vide. Nous comprenons ce que nous disons, c'est-à-dire ce que nous prononçons. En même temps, nous demeurons courts lorsqu'il nous faut expliquer, c'est-à-dire faire voir ce que nous pensons. Et notre embarras persiste quand il nous faut convenir que, malgré des modes différents de représentation, d'expérience et d'expression, nous pensons historiquement la même chose. Nous fuyons volontiers cet embarras et nous réfugions dans l'opinion courante. Non seulement nous sommes embarrassés, mais nous soupçonnons aucunement que la chose que nous pensons par le mot être, sans nous en former autre pensée, soit la chose la plus digne d'être pensée. Maintenant, on ne peut non plus critiquer comme négligence la façon usuelle dont nous comprenons et employons le mot être. Encore moins peut-on y mettre fin. Cette forme habituelle de notre rapport à l'être fait nécessairement partie de la réponse par laquelle l'homme, séjournant parmi les choses qui sont, répond d'abord et le plus couramment à la dispensation de l'être. C'est pourquoi la question de l'être soulevée par la pensée demeure, elle aussi, toujours étrangère et troublante, principalement pour ceux qui tentent de la formuler. Ainsi apparaît une différence entre les sciences et la philosophie. Là des découvertes incessantes, des succès qui nous transportent et accaparent notre attention. Ici, la monotonie déprimante de ce qui est simplement le même et qui ne conduit à aucun succès, rien ne pouvant suivre ni s'en suivre, car la pensée, une fois sur la piste de l'être, retourne à la source profonde, c'est-à-dire à son essence en tant que vérité de l'être. Mais il est encore plus difficile d'expliquer le mot grande et ces termes qui le correspondent. Et surtout lorsque nous nous efforçons ici aussi d'apercevoir ce même qui nous parle sous les noms jusqu'ici utilisés fond, ratio, causa, cause, condition de possibilité. Si nous voulons frayer ici un chemin, il nous faut accepter que l'exposé n'aille pas au-delà de vues sommaires. Les observations faites au sujet du sens et de l'emploi du mot être sont également valables pour le mot grande. Ce dernier mot est revenu sans cesse dans nos exposés précédents et nous l'avons tous, lui aussi, compris de quelque manière. C'est pourquoi nous avons laissé de côté une tâche que nous ne pouvons plus maintenant différer, celle d'expliquer le mot grund, lui et ces termes étrangers qui, au cours de l'histoire de l'être, ont désigné ce que, d'une façon générale, nous entendons par grund. Afin de ne pas dériver de notre route lors de ces explications,
nous rappellerons le point où nous désirons parvenir. C'est une vue claire du fait que, et de la manière dont, l'être et la raison sont le même. En d'autres termes, nous voudrions entendre ce que dit le principe de raison lorsqu'il est accentué de la deuxième façon, comme dire concernant l'être. Entendre, ainsi, ce n'est pas seulement percevoir quelque chose, mais si l'on entend et pense comme il faut, c'est appréhender ce qui, de toujours, a d'ores et déjà notre écoute, ce à quoi nous sommes liés par une appartenance qui est notre propriété. Si nous demandons ce que raison veut dire, nous comprendrons d'abord par là ce que le mot signifie. Le mot signifie quelque chose. Il nous donne quelque chose à comprendre parce que c'est à partir de ce quelque chose qu'il parle. Laissons de côté les raisons historiques qui expliquent la diversité du sens d'un mot. Il reste ceci que le langage possède un caractère essentiellement historique en ce qu'il nous apparaît comme une combinaison de mots, dont chacun est, comme on dit, porteur d'une signification et possède de cette manière une signification. Qu'il en soit ainsi, que les mots aient des significations, voilà qui nous semble aussi évident que l'apparition de l'étang comme objet, comme Gegenstand. Les deux conceptions se tiennent d'ailleurs d'une certaine manière, conformément à cette conception habituelle du mot suivant laquelle le mot possède une signification, nous découvrons différents sens du mot Grund. Si nous demandons alors quelle est la signification fondamentale Grundbedeutung du mot Grund, nous avons déjà répondu par cette question même, puisque nous avons indiqué ce que nous entendons par Grund, à savoir la base, le fond qui porte autre chose et sur quoi autre chose se tient, repose. Nous trouvons le mot Grund dans les composés Grundmauern, mur de fondation, Grunderkel, règle fondamentale, Grundstat, principe.